Bonjour à tous, bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour. Vous êtes effectivement le président de cette association Life for Paris et vous étiez, vous, au Bataclan le 13 novembre 2015. Quel sentiment vous étreint lorsque chaque année revient ce terrible anniversaire des attentats ? Sentiment assez étrange, le sentiment de ne pas pouvoir échapper au fait que cette journée est centrée sur la mémoire de ce qui m'est arrivé il y a 6 ans, avec évidemment la pointe d'amertume de me dire qu'il y a 6 ans, le matin, je n'étais pas encore une victime d'un attentat. Mais aussi, quelque part, le bonheur. Et c'est étrange de le dire, évidemment, d'aller retrouver ceux que je retrouve chaque année depuis, qui sont devenus des amis, qui sont les autres victimes et leurs familles. Précisément, votre association, Life for Paris, elle compte 700 membres, je crois, un peu plus même. À quoi elle a fondamentalement servi ? Elle a servi à plusieurs choses au fil du temps. Au début, c'était simplement de se retrouver et d'essayer de se dire qu'avec ce qui nous était arrivé et que personne n'a vraiment vécu, en tout cas dans les proportions dans lesquelles on l'a vécu, il s'agissait de trouver un chemin collectif. Il s'agissait de se nourrir les uns les autres de nos expériences pour comprendre où aller. On a ensuite travaillé sur plein de sujets, l'indemnisation, la mémoire, la justice, la préparation du procès en cours, histoire de se dire que devant toutes ces épreuves qui nous attendaient, on n'était jamais seul. Alors voilà maintenant justement 2 mois que ce procès a débuté, le procès des accusés, de ceux qui ont participé ou collaboré à ces attentats. On a entendu des dizaines de témoignages de victimes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Est-ce que c'est un sentiment de vengeance, de haine des victimes ou toute autre chose ? Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est que les témoignages m'ont paru à chaque fois faire preuve d'une grande individualité. Comme quoi le terrorisme n'arrive pas à écraser les personnalités des victimes ou de leurs proches. Et ça m'avait l'air important. La deuxième chose, c'est que personne n'a cédé à la facilité de dire que les gens dans le box étaient des monstres. Beaucoup de gens, voire tous, ont rappelé que c'était des êtres humains, qu'il fallait les juger comme des humains et qu'à ce titre-là, on était en droit de leur demander des réponses et des explications. Est-ce qu'il peut y avoir un effet libérateur pour les victimes à travers ce procès ? Et je dirais même un effet fédérateur, puisqu'on a vu que des nouveaux témoignages étaient apparus au fil des audiences qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'on a osé parler ? Pour une partie civile, dans un procès comme ça, il y a 2 termes. Soit on parle de témoigner, soit on parle d'aller déposer. Et c'est vraiment ce qui se passe. On va déposer une partie de notre vécu, on le donne à la justice, on le donne à l'État quelque part, on le donne au pays pour qu'il soit pesé. Et ça, c'est très important. Et je crois que cette fonction-là, on la comprend de mieux en mieux et que c'est ça qui a incité près de 75 nouvelles parties civiles à dire en fait, je veux témoigner. Elle devrait être entendue quelque part en 2022. On se souvient des mots d'Antoine Léris qui avait perdu son épouse dans ces attentats. Au lendemain de ce 13 novembre, il avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Son épouse donc, faisait partie des 89 tués au Bataclan. Il y a eu 130 victimes au total, rappelons-le. Vous n'aurez pas ma haine, vous diriez que c'est la ligne qui domine dans les témoignages du procès. Je dirais plutôt que c'est un objectif qui est un peu inatteignable. Honnêtement, on aimerait tous pas avoir de haine. On aimerait tous pas avoir de haine à chaque instant. Et en fait, il y a des jours où, évidemment, on a la haine. Il y a des jours où on l'a pas. Mais je crois que c'est important de se souvenir que la haine n'est pas constructive. Et c'est ce que permet cette phrase. Et c'est pour ça qu'elle est si importante. Que vous inspire d'ailleurs la ligne de défense des accusés ? On a entendu Salah Abdeslam, le principal accusé, se plaindre de ses conditions de détention, avec des caméras 24 heures sur 24 dans sa cellule. Il a dit qu'il était traité, je le cite, comme un chien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces mots ? Pas grand-chose. En fait, je me dis qu'au moins, en disant ça, il accepte le processus judiciaire, qui est un temps de parole entre toutes les parties, et que ses avocats font leur travail, et que c'est parce qu'il a une défense qu'on peut s'appeler une démocratie. Et donc, moi, je respecte tout à fait ce qu'il peut dire. Je ne vous dis pas que ça me fait plaisir. Je vous dis que c'est important que dans cette salle d'audience, chacun se sente fondé à dire ce qu'il a à dire. Mais il peut y avoir aussi une indignation de la part des victimes lorsqu'ils entendent de tels propos ? Pour moi, il y a un agacement, il y a une indignation, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur le fait que nous, ce qu'on attend, c'est des explications et pas des revendications, pas des justifications, ni le fait qu'on amène des sujets annexes sur le tapis, comme les conditions de détention. Alors, le procès, c'est aussi la mise en lumière, sinon la mise en cause des dysfonctionnements de l'État, des services de renseignement, qui n'ont pas su finalement prévoir ce qui est arrivé, mais malheureusement, c'est arrivé aussi à d'autres démocraties. Est-ce que l'audition de l'ancien président François Hollande, dont on parlait il y a quelques minutes, a été éclairante à ce sujet pour vous, Arthur Desnouveaux ? Pour moi, l'audition de François Hollande a été éclairante et elle va être complétée cette semaine par les auditions des patrons des services de renseignement et de Bernard Cazeneuve aussi, évidemment. Moi, j'ai retenu ceci. On ne pouvait pas faire mieux à l'époque. On s'est rendu compte ensuite qu'on savait faire mieux en dotant nos services de plus de moyens. Et donc on comprend en fait, et c'est horrible à dire, qu'on est les victimes d'un trou dans la raquette qui était sûrement inévitable à l'époque parce qu'on ne connaissait pas vraiment l'ampleur de la menace et que, comme l'a rappelé le président François Hollande, on avait recruté 1100 personnes, mais elles n'étaient pas encore formées. Donc voilà, c'est dur d'être victime du trou dans la raquette, mais c'est audible. C'est audible. Pour vous, il vous a convaincu ?
on ne pouvait pas prévoir. C'est ce que vous avez retenu de son témoignage et cela vous convient quelque part. Moi, j'ai retenu plus précisément qu'on pouvait prévoir qu'il allait y avoir un attentat, mais que ce n'était pas possible de prévoir le lieu, la date, l'amplitude, et que donc malheureusement, il allait forcément y avoir quelque chose d'ampleur. Les services le savaient depuis août 2015 à peu près, mais que évidemment, on ne peut pas mettre un policier devant chaque grand magasin, chaque restaurant, chaque salle de concert, chaque stade de football, et que donc évidemment, à un moment, ça devait arriver. Il y a une mise en cause des dysfonctionnements de l'État. Il y a aussi du mécontentement contre l'État après les attentats, contre la froideur administrative, contre la mise en place du fonds d'indemnisation. Est-ce que c'est le bilan que vous faites aussi au sein de vous, de votre association Life for Paris et finalement auquel vous palliez, vous, par l'entraide que vous apportez? Bien sûr, les associations sont là pour pallier à ça. Il y a deux choses. Sur la complexité administrative, elle est inévitable en France. Et on sait qu'après un deuil, ça peut être une manière finalement de focaliser l'esprit des gens sur autre chose. Donc ça, pourquoi pas. Sur l'indemnisation, on a en revanche créé un véhicule fabuleux, le fonds d'indemnisation, qui est très mal utilisé, qui a été laissé à vivre sa vie dans son coin, avec très peu de contrôle. Il est très mal utilisé par qui? Il est en fait très mal utilisé par l'État, avec un conseil d'administration compliqué, qui fait beaucoup d'interministériels, avec une problème très technique de délégation de pouvoir entre lui et un autre fonds qui s'appelle le FGAO, qui font que c'est pas optimum et qu'il y a besoin d'une réforme forte et d'une volonté politique forte qu'on attend toujours aujourd'hui. À la fin du procès du 13 novembre, que va devenir votre association Life for Paris? Est-ce qu'elle doit demeurer? Est-ce qu'elle doit exister sous une autre forme? Alors déjà, à la fin de ce procès-là, on attend évidemment de voir si les accusés vont faire appel. Vu le nombre, c'est forcément possible. Mais disons qu'à la fin des procès, il sera temps pour nous de nous donner un horizon assez proche pour nous dissoudre. Manière de dire que finalement, c'était très utile et c'était une manière de rentrer dans l'action après la passivité d'être victime, de créer une association, et qu'il faut parachever ça en se disant « ça y est, j'ai plus besoin de ça ». Je passe à une autre phase. Je peux conjuguer le fait d'être victime au passé. Pas dire je suis victime, mais dire j'étais victime. S'il y a un appel probable, vous l'avez dit, la fin de ce procès-là arrivera au printemps. On sera alors en pleine élection présidentielle. Est-ce que cet enjeu du terrorisme et du traitement judiciaire qui va advenir, il va peser, selon vous, dans la campagne présidentielle? Pour moi, il est très clair que le terrorisme et que toutes les questions liées pèsent dans la campagne présidentielle. Ce que j'espère, c'est qu'on ne tombe pas dans la logique de regarder ça par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est un bout émotionnel très fort, de dire regardons ce procès du 13 novembre, regardons les attentats du 13 novembre et jugeons tout à l'aune de ça. Parce que c'est une manière, de dire aux victimes, finalement, vous n'êtes qu'un enjeu politique, mais c'est aussi une manière très peu réfléchie d'aborder des problèmes très complexes. Mais ces attentats, ils ont été commis par des islamistes radicalisés. Est-ce que vous craignez que son enjeu soit instrumentalisé, notamment par ceux qui dénoncent le poids de l'islam en France? On parlait d'Éric Zemmour à l'instant. Est-ce que vous craignez cette récupération? Bien sûr, on la craint. C'était même notre plus grande crainte avant le début du procès. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le procès se déroule assez bien pour qu'on juge des hommes et qu'on arrive à pas extraire de tout ça quelque chose qui puisse être réutilisé de manière un peu trop globale. Je ne sais pas si ça va tenir quand la campagne va vraiment passer la seconde. Ce n'est pas le procès de l'islamisme et encore moins le procès de l'islam. C'est ni le procès de l'État, ni le procès de l'islam, ni de l'islamisme. C'est le procès des accusés dans le box et des faits qui ont été commis ce soir-là. Alors on est donc le 13 novembre, 6 ans après. On le rappelle, vous, Arthur Desnouveau, vous étiez au Bataclan. J'ai lu que vous aviez imaginé ce qu'aurait été votre épitaphe si vous aviez péri dans ces attentats. Est-ce que vous êtes toujours, 6 ans après, vous sentez dans la peau d'un miraculé? Oui, bien sûr, je me sens dans la peau d'un miraculé. Vous savez, il y a cette notion qu'on utilise un peu, peut-être à tort et à travers, de culpabilité du survivant, qui est ça, qui est de se dire... Et vous l'avez Eh bien, écoutez, moi, je préfère le terme de responsabilité du survivant, qui inclut une petite forme de culpabilité, mais qui est surtout cette idée de dire que pour moi, je dois aussi vivre un peu plus pour tous ceux qui sont morts à ma place ce soir-là. Et ça, je pense qu'elle m'habitera toujours. Tous les jours, je me dis, je suis content d'être vivant. Merci beaucoup, Arthur Desnouveau. Vous êtes président de l'association Life for Paris. Vous allez participer dès ce matin à toutes les cérémonies. Vous allez d'ailleurs partir là, juste après cette émission pour vous rendre au Stade de France, là où avaient eu lieu les premiers attentats. La cérémonie aura lieu à 9h, notamment avec le Premier ministre Jean Castex. C'est la fin de ces 4 vérités. Merci encore.